La valeur du cuir qui habillait le siège 12F dépassait l'équivalent de 3 mois du loyer de Stéphane Mercier. Il en avait la certitude, l'ayant estimé d'un calcul rapide et cynique en bouclant la ceinture de son fils, Léo, 6 ans, dans le luxe inattendu de la classe affaires. C'était un surclassement gracieux, offert aux vétérans. Une aumône de la compagnie aérienne qui ne faisait que souligner le gouffre entre son passé et son présent. Ni l'un ni l'autre ne semblait à sa place ici, dans cet environnement aseptisé. Les doigts de Léo serraient nerveusement une maquette de Rafale cabossée. La peinture s'était écaillée en 1000 points, stigmate de combats aériens acharnés livrés dans l'intimité de sa chambre d'enfant. Le blouson de Stéphane, quant à lui, une veste de mécanicien usée jusqu'à la corde, était imprégné de l'ombre indélébile de taches d'huile. Des marques que même l'eau de Javel n'avait pu vaincre, comme une carte de sa déchéance sociale. Le parfum de Valérie Dubois la précéda, une senteur capiteuse et autoritaire qui colonisa l'espace du siège adjacent, accompagné d'un soupir d'exaspération qui en disait long. On devrait vraiment créer des cabines distinctes, chuchota TL à son smartphone, son regard balayant les mains crevassées de Stéphane avec un dégoût à peine voilé, comme si elles étaient une offense visuelle. Le sourire de l'hôtesse, en offrant la serviette chaude à Stéphane, se craquela imperceptiblement, une micro-fissure dans son masque de parfaite courtoisie. Stéphane encaissa tout, stoïque. Les regards de travers, les messes basses, la zone de sécurité sanitaire que les autres créaient instinctivement autour de lui. Sa mâchoire se durcit un bref instant seulement, quand son pouce caressa l'inscription gravée et polie par le temps sur le bracelet métallique à son poignet. Faucheur 6. Un nom de guerre, une identité, qui avait jadis défini son univers, maintenant dissimulé sous la manche d'un homme que la société avait appris à ne plus voir. Pourtant, à 10 000 mètres sous leurs pieds, sur le tarmac d'une base de l'armée de l'air qu'ils ne pouvaient deviner, une vérité était sur le point de se manifester. Et lorsque cette vérité se mettrait au garde à vous, chaque personne dans cette cabine, Valérie Dubois en tête, découvrirait que la valeur d'un siège d'avion est dérisoire face au tribut que certains hommes paient dans l'anonymat. Stéphane avait renoncé à s'expliquer bien des années auparavant. Les gens percevaient le col usé, les baskets bon marché, et leur verdict était immédiat. Léo avait le nez écrasé contre le hublot, son petit avion de chasse en main. Un achat dans une friperie 3 ans plus tôt. La semaine même où Stéphane avait dû vendre son blouson de pilote, celui qui portait son indicatif, Faucheur 6, brodé sur le cœur, pour financer les frais de scolarité de Léo. Le même indicatif était gravé sur son bracelet, un présent de sa femme le jour de sa promotion au rang de chef d'escadron, à une époque où le futur semblait être un horizon dégagé plutôt qu'un brouillard incertain. La conversation téléphonique de Valérie continuait son bourdonnement insipide, un mélange de bilan financier, de récriminations contre des sous-traitants et de discussions sur des contrats d'armement. Sa société était un fournisseur clé de l'armée de l'air en systèmes avioniques. Elle parlait des pilotes comme s'ils étaient des variables dans une équation, des aéronefs comme des actifs financiers, sans la moindre considération pour les vies humaines que ces machines transportaient, pour les familles qui attendaient leur retour. L'hôtesse de l'air réapparut avec les menus, servant Valérie en premier, puis marquant une pause devant Stéphane. « Prendrez-vous un repas, monsieur ?» La question était teintée d'un scepticisme poli. Stéphane la fixa droit dans les yeux. « Nous prendrons le poulet tous les deux. »« Je vous remercie. » Léo bougea dans son sommeil, ses yeux, du même gris que ceux de sa mère, s'ouvrirent un instant. Valérie raccrocha et passa son environnement au crible d'un regard qui évaluait et cataloguait. Son attention s'arrêta sur le Rafale miniature de Léo. Ah, c'est jouet. C'est incroyablement bruyant. Je me souviens d'un vol de 5 heures où un gamin n'a pas arrêté une seconde avec ses bruits d'avion. Son rire fut sec et cassant. L'homme d'affaires de l'autre rangée eut un petit rire complice. Stéphane absorba l'affront, comme toujours, se concentrant sur la présence réconfortante de son fils. Se justifier, c'était leur donner des armes pour le blesser davantage. Le silence et l'invisibilité étaient ses meilleures défenses dans ces mondes qui n'étaient pas les siens. Le vrombissement des réacteurs s'intensifia, ce son qui autrefois lui procurait un frisson d'excitation pure. Aujourd'hui, il n'était plus que l'écho de tout ce qu'il avait perdu. C'était un Airbus A320, un modèle récent. Il en connaissait les moindres secrets, ayant travaillé comme consultant à l'élaboration de ses procédures d'urgence. Un contrat de quelques mois qui lui avait permis de payer le loyer et le dentiste de Léo, avant de retourner au garage auto rapide, où les seules choses qui fendaient l'air étaient les insultes du patron. Le commandant de bord annonça la durée du vol vers Bordeaux.
Stéphane se demanda quel avait été son parcours. École militaire ou filière civile? Avait-il appris sur de petits avions de tourisme ou en franchissant le mur du son? Le décollage les plaqua au fond de leur siège. La petite main de Léo chercha la sienne et la serra, alors que la terre se dérobait sous eux. Stéphane avait survolé cette région des dizaines de fois. Aujourd'hui, il n'était qu'un spectateur, étranger à un monde qui avait été le sien. Valérie pianotait sur sa tablette, jonglant avec des chiffres qui représentaient des sommes astronomiques. Elle s'était enfermée dans une forteresse de travail, inaccessible à toute interaction humaine. Stéphane en avait connu d'autres, comme elle. Des industriels visitant les bases avec leurs valises de luxe, posant pour des photos devant des avions qu'ils ne sauraient jamais faire décoller, et se plaignant ensuite de la qualité du café. Pour eux, les militaires n'étaient qu'une variable d'ajustement dans leur bilan comptable. Le service des boissons accentua la fracture sociale. Eau gazeuse dans un verre pour Valérie, café dans un gobelet en carton pour Stéphane. Des détails, mais qui, accumulés, traçaient une frontière. Léo buvait son jus de pomme, fasciné par la mer de nuages. « Papa, tu penses que maman nous voit ?» La question le frappa en pleine poitrine. Il respira profondément. « Elle nous voit de partout, mon grand. L'amour, ça n'a pas de limite. » Le regard de Valérie se posa sur eux, un mélange de curiosité et de condescendance. Stéphane sentit ce regard le disséquer, les taches de graisse, donc l'incompétence, les vêtements de friperie, donc la paresse, le silence, donc l'insignifiance. Elle ne voyait pas l'homme qu'il était avant, celui que le chagrin avait érodé. Elle ne voyait pas les heures de simulateur, les décisions vitales prises en une fraction de seconde, l'expertise silencieuse logée dans ses mains. L'avion atteignit son altitude de croisière. Léo fit voler son Rafale au-dessus de sa tablette, en sourdine, intimidé par la remarque de Valérie. Stéphane le regardait, en proie à son sentiment habituel d'échec. Ce garçon méritait tellement plus. Mais il n'avait à lui offrir que son amour inconditionnel et sa présence constante. La tablette de Valérie bipa. Oui. Le cahier des charges est inacceptable. Leur réputation m'est égale. S'ils ne sont pas à la hauteur, nous annulons. Il s'agit de matériel militaire, pas de jouets. L'emphase sur le dernier mot fit tressaillir Léo, qui comprit que son précieux avion et lui-même venaient d'être utilisés comme une métaphore du médiocre. La mâchoire de Stéphane se contracta. Mais à quoi bon protester? Il obtiendrait une excuse hypocrite, et Léo apprendrait que la parole de son père était sans valeur dans ce monde. Il se contenta de serrer son fils contre lui. Ils étaient seuls contre tous. La voix du commandant de bord retentit de nouveau, mais le ton avait changé. Il y avait une tension que l'oreille de Stéphane, formée à déceler la moindre anomalie, perçut instantanément. « Mesdames et messieurs, un problème technique nous contraint à un atterrissage non programmé sur la base aérienne 120 de Cazaux. Il s'agit d'une simple mesure de précaution. » Les doigts de Valérie se crispèrent. D'autres passagers s'énervèrent, mais Stéphane sentit un froid familier l'envahir. Un atterrissage sur une base militaire n'était jamais une simple mesure de précaution. Le pilote minimisait pour ne pas affoler les passagers, mais le message était clair, la situation était sérieuse. Léo le regarda, inquiet. « Tout va bien, papa ?» Stéphane força un sourire rassurant. « Absolument, mon grand. Juste un petit détour. » La descente fut plus rapide que la normale. Les mains de Stéphane le démangeaient, son corps voulant prendre des commandes qui n'existaient pas. Il sentait l'effort du pilote pour maintenir l'appareil stable, probablement une avarie hydraulique. Valérie, elle, avait compris. Les jointures blanches, elle s'agrippait à son siège, sa tablette oubliée. Pour la première fois, la richesse ne lui était d'aucun secours. L'atterrissage fut brutal mais maîtrisé. Un tonnerre d'applaudissements soulagés parcourut la cabine. Stéphane, lui, resta silencieux, son cerveau analysant chaque bruit, chaque vibration, déroulant des procédures d'urgence qu'il n'avait pas pratiquées depuis des années, mais qui étaient gravées en lui. La base de Cazaux. Un monde de hangars, de tours de contrôle, un univers qu'il avait fui 5 ans plus tôt, lorsque les cauchemars l'avaient rendu inapte au vol. Léo était collé au hublot, fasciné par les véritables avions de combat. « Papa, ce sont des Rafales ?» La gorge de Stéphane se noua. « Oui, mon grand. Les meilleurs chasseurs du monde.
des appareils qu'il avait maîtrisés alors que leur technologie était encore expérimentale. Un officier monta à bord, ramenant l'ordre et la discipline. Après un bref échange avec l'équipage, il s'adressa aux passagers, l'appareil est en cours d'inspection. Vous pouvez patienter dans le terminal. Valérie était déjà au téléphone, sa voix acérée, réorganisant son emploi du temps. Stéphane aida Léo, avec une lenteur qui trahissait sa propre appréhension. Revenir ici, c'était comme assister à ses propres funérailles. Dehors, la chaleur de la Gironde les saisit. Le terminal était un bâtiment fonctionnel, sans fioritures. Valérie s'installa près d'une prise électrique, marquant son territoire. Stéphane et Léo trouvèrent un coin plus discret. Léo y déploya son théâtre de guerre miniature, ses murmures contrastant avec les conversations tendues des adultes. Stéphane s'assit près de lui, le dos au mur, se laissant porter par l'imagination de son fils, un monde simple où les héros triomphaient toujours. Certains passagers les dévisageaient, cet homme en bleu de travail assis par terre avec son fils et un jouet abîmé. Valérie leur lança un regard dédaigneux. 1 heure passa, puis 1 heure et demie. L'impatience de Valérie monta d'un cran. Elle harcelait le personnel de la base, menaçant de faire jouer ses relations. Stéphane la regardait, non sans une certaine pitié. Sa colère n'était que le masque de sa peur. Peur de l'imprévu, de la perte de contrôle. Son argent et son statut ne pouvaient rien contre une panne mécanique. Léo, lui, était fasciné par l'équipe de mécaniciens qui s'affairait autour d'un Rafale. Stéphane le rejoignit, son œil d'expert analysant chaque geste, chaque vérification. Il connaissait cette machine par cœur. C'est l'avion le plus génial, murmura Léo. Stéphane ne put réprimer un sourire. Oui, ça l'est. La voix de Valérie s'éleva, stridente. Je me moque de vos procédures. J'ai un rendez-vous capital à la direction générale de l'armement. Un jeune lieutenant tentait de la calmer. Madame, la sécurité est notre priorité. Elle allait répliquer, mais son regard fut attiré par 3 silhouettes en combinaison de vol qui venaient d'entrer. Stéphane se raidit instinctivement. Il reconnaissait cette démarche, cette assurance. L'un d'eux, un major aux cheveux grisonnants, le major Nicolas Leroy, balaya la salle du regard. Son regard s'arrêta sur Stéphane. Il y eut une hésitation, puis ses yeux furent attirés par le bracelet de métal au poignet de Stéphane. L'attitude du major changea du tout au tout. Il s'approcha. Stéphane sentit son pouce accélérer. Léo se colla contre lui. L'officier s'arrêta à une distance respectueuse. « Excusez-moi, mon capitaine. » C'est indicatif. Est-ce le vôtre, ou un bracelet en mémoire d'un camarade? La question était posée avec un tact infini. Le silence se fit dans le terminal. Valérie en resta bouche bée. Stéphane n'avait pas prononcé ce nom à voix haute depuis des années. Mais ici, sur cette base, devant son fils, mentir aurait été une profanation. Sa voix était éraillée. C'est le mien. Faucheur 6. Le visage du major s'illumina d'un respect teinté d'admiration. Il se mit au garde-à-vous et salua. Mon capitaine, quel honneur. Ses 2 compagnons, le capitaine Lucas Martin et le lieutenant-colonel Laurent Fournier, s'approchèrent, leur décontraction s'étant envolée. Le plus jeune, Martin, le dévorait des yeux. Fournier, plus âgé et décoré, le regardait avec une intensité reconnaissante. Stéphane se leva, ses muscles obéissant à un protocole oublié, et rendit le salut. L'espace d'un instant, le terminal n'était plus un lieu public, mais un territoire militaire, avec ses codes et sa hiérarchie. Valérie, médusée, assistait à une cérémonie dont le sens lui échappait, mais dont elle percevait toute la solennité. Le major baissa la main. Mon capitaine, j'ai été formé par le capitaine Leclerc. Elle ne tarissait pas d'éloges à votre sujet. Le nom de sa femme, Sandrine, le transperça. Sandrine, son ailière, son épouse, morte lors d'un exercice alors qu'il était cloué au sol, impuissant. La main de Stéphane se posa sur l'épaule de Léo, comme pour s'ancrer dans le présent. Le capitaine Leclerc était ma femme. Le major comprit. Les vêtements civils, l'enfant, l'absence. Toutes mes condoléances, mon capitaine. Stéphane secoua la tête. C'est du passé. Fournier s'enquit de la raison de sa présence.
Stéphane expliqua la situation. Le jeune capitaine Martin intervint, plein d'enthousiasme. Mon capitaine, à Mont-de-Marsan. Vos manœuvres. On les étudie encore. Vous êtes une légende. C'est Faucheur 6, le Faucheur 6. Fournier lui lança un regard réprobateur. Secret défense. Mais le mot était lâché. Les autres passagers le regardaient différemment. Valérie était livide. La honte et la stupéfaction se lisaient sur son visage. Elle avait passé des heures à humilier un homme qui était une icône pour ses pilotes. Fournier lui proposa alors de visiter la zone de stationnement des avions. C'était plus qu'une invitation, c'était une réintégration, même temporaire, dans sa tribu. Pour Léo, ce serait un rêve éveillé. Stéphane accepta. « Tu veux voir un vrai chasseur ?» demanda-t-il à son fils. Le visage de Léo s'illumina. Dehors, sur le tarmac, l'odeur du kérosène lui rappela tant de souvenirs. Le Rafale était une bête magnifique, un concentré de puissance et de technologie. L'équipe au sol, prévenue par Martin, les accueillit avec respect. Le sergent-chef, Sophie Bernard, une femme d'une quarantaine d'années, s'adressa à Léo. « Tu aimes les avions, petit ?» Celui-ci, le 775, a été piloté par un des plus grands. Un certain Faucheur 6. Les yeux de Léo s'agrandirent. « C'est mon papa. » Sophie Bernard dévisagea Stéphane, l'homme fatigué en bleu de travail, et comprit. « Sergent-chef Bernard. J'étais votre mécanicienne en Syrie. Vous avez ramené cet oiseau avec la moitié d'une aile en moins. Je n'ai jamais compris comment. » Le souvenir lui revint, précis et douloureux. Les alarmes, la voix calme de Sandrine le guidant, son propre corps luttant contre la machine mourante. Il avait sauvé son équipage. 3 mois plus tard, il la perdait. On installa une échelle. Léo grimpa, suivi de près par son père. Le cockpit était un univers familier. Léo, émerveillé, touchait les commandes. « C'est toi qui pilotais ça, papa ?» Stéphane, assis sur le rebord, confirma doucement. « Oui, mon grand. C'est moi. » Non loin de là, Valérie observait la scène, son arrogance envolée. Elle qui vendait ses technologies sans rien comprendre à l'âme de ceux qui les mettaient en œuvre, elle assistait à la transmission d'un héritage immatériel, fait de courage, de sacrifice et de compétences. Des valeurs qui n'apparaissaient sur aucun de ses bilans. Fournier invita Stéphane à la salle de briefing. D'autres pilotes voulaient le rencontrer. Stéphane accepta, pour Léo, pour lui-même aussi peut-être. En partant, Sophie Bernard l'arrêta. « Mon capitaine, je suis heureuse de vous voir. Ces jeunes ont besoin de modèles. Des survivants. Des gens qui ont continué, malgré tout. » La salle de briefing était pleine. Une quinzaine de pilotes. À son entrée, sur un ordre de Fournier, tous se levèrent. Repos. Je vous présente le capitaine Stéphane Mercier, Faucheur 6. L'homme qui a écrit une partie de nos manuels de tactique. Le silence était total. Un jeune lieutenant osa une question. Mon capitaine, le score de 51-0 à Mont-de-Marsan, c'est vrai? Stéphane minimisa. Une autre époque. Un autre pilote, une femme major, intervint. Votre manœuvre, le Reaper Roll, m'a sauvé la vie. Mon instructeur nous la faisait répéter sans cesse. Quand mes commandes ont lâché, mon corps a réagi instinctivement. Elle se leva, et le salua. Merci, mon capitaine. Un à un, tous les pilotes se levèrent et se mirent au garde à vous. Un hommage silencieux, poignant. Stéphane sentit une digue se rompre en lui, un mur de chagrin et de culpabilité qui cédait enfin. Il serra Léo contre lui. « Je ne faisais que mon travail, murmura-t-il. Le major Leroy lui répondit. « Vous l'avez fait mieux que personne. Et quand il a fallu arrêter, vous l'avez fait. Et vous êtes encore là, à élever votre fils. C'est ça, la vraie victoire. » Le commandant de la base, le colonel Jean-Luc Dubois, entra. Mis au courant, il s'approcha de Stéphane, la main tendue. « Capitaine Mercier, quel honneur. » Stéphane tenta de corriger. « Juste Stéphane, mon colonel. » Mais Dubois insista.
Capitaine un jour, capitaine toujours. Apprenant que Léo était aussi le fils de Sandrine Leclerc, le colonel eut un mot pour elle. Une grande perte pour l'armée de l'air. Ce jour-là, nous avons perdu 2 de nos meilleurs officiers. L'une à la mort, l'autre au chagrin. C'était une absolution. Son départ n'était pas une désertion, mais un acte de survie. Dubois lui demanda alors de s'adresser à ses pilotes. De leur parler de l'après. Stéphane, hésitant, accepta. Il leur parla de sa douleur, de ses cauchemars, du choix qu'il avait dû faire entre sa carrière et son fils. J'ai choisi Léo. J'ai choisi d'être un père présent plutôt qu'un pilote important. Il leur parla de sa vie actuelle, de son travail de mécanicien, de ses difficultés financières. Selon les critères du monde, je suis un raté. Mais j'ai appris que l'échec n'est qu'une question de perspective. J'ai perdu le ciel, mais j'ai gagné le droit de voir mon fils grandir. À la question d'un pilote, il répondit qu'il ne regrettait rien, même si voler lui manquait chaque jour. La vie après l'uniforme existe. Elle est différente, mais elle vaut la peine. Et parfois, elle vous offre un copilote exceptionnel. Il regarda Léo en disant cela. Les applaudissements furent chaleureux et sincères. Le colonel Dubois lui fit alors une proposition, un poste de consultant civil à temps partiel. Pour partager son expérience avec les jeunes pilotes. Une main tendue, une chance de se reconnecter à son passé sans y être enchaîné. Une opportunité, aussi, d'offrir une vie meilleure à Léo. Stéphane accepta. De retour au terminal, Valérie l'attendait. Elle s'excusa, platement d'abord. Je vous ai jugé sur les apparences. J'ai eu tort. Stéphane la laissa parler. Elle attendait une réaction, une absolution qu'il ne lui donnerait pas. Il envoya Léo un peu plus loin. Ce qui me blesse, ce n'est pas votre impolitesse envers moi. C'est votre méchanceté envers mon fils. Vous l'avez humilié, sans même y penser. Parce que pour vous, nous sommes invisibles. Il l'a mis au défi, ce moment allait-il changer sa façon de voir les gens, ou n'était-ce qu'une anecdote? Pour la première fois, il vit une honte sincère dans ses yeux. Vous avez raison. Je ne peux pas promettre une transformation miraculeuse, mais je peux promettre d'essayer. D'essayer de faire mieux. C'était la chose la plus authentique qu'elle ait dite. Stéphane hocha la tête. L'avion était prêt. Ils rembarquèrent. L'atmosphère avait changé. L'hôtesse était pleine d'attention pour Léo. Valérie resta silencieuse. Stéphane se sentit à sa place dans ce siège en cuir, non pas grâce à un surclassement, mais parce qu'il avait regagné sa légitimité. Léo le questionna. Tu avais peur, en vol? Stéphane choisit la vérité. À chaque fois. Mais le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce que tu as à faire, malgré la peur. Léo réfléchit. Comme toi quand tu t'occupes de moi. Il se blottit contre son père. Tu es toujours un héros, papa. Même sans avion. Ces mots simples, dits avec une conviction enfantine, le libérèrent d'un poids qu'il portait depuis 6 ans. Il serra son fils dans ses bras, fier non plus de ce qu'il avait été, mais de ce qu'il était devenu. Le vol vers Bordeaux fut paisible. À l'arrivée, Valérie lui tendit sa carte de visite. Nous cherchons des consultants. Le salaire est conséquent. Elle partit sans attendre de réponse. C'est la méchante dame? Demanda Léo. Oui, mais peut-être qu'elle essaie de ne plus l'être. Leur vieille Renault Clio les attendait. Sur le chemin du retour, dans la circulation bordelaise, Stéphane se regarda dans le rétroviseur. Le même homme, mais différent. Faucheur 6 n'était plus une identité perdue, mais une facette de son histoire. Ils rentrèrent dans leur modeste appartement en périphérie. Léo s'endormit aussitôt, son rafale à la main. Seul dans le salon, Stéphane contempla son téléphone vide. Il avait repoussé tous ses anciens amis. Avait-il eu raison? Les pilotes, aujourd'hui, lui avaient montré qu'il avait encore de la valeur à leurs yeux. Il posa la carte de Valérie sur la table. Une option pour plus tard. Demain, il appellerait le colonel. Ce soir, il était juste un père, épuisé mais apaisé. Il s'endormit sur le canapé et rêva. Un rêve sans crash, sans cri.
Il apprenait à Léo à piloter, sous le regard bienveillant de Sandrine, assise à côté de lui. Le ciel était vaste et bleu. 6 mois plus tard. Stéphane est dans une salle de briefing à Cazaux, en tant que consultant. Son nouveau travail lui a permis de déménager dans un appartement décent. Il n'a jamais rappelé Valérie. La reconnaissance de ses pairs lui suffit. Il a retrouvé une partie de son identité, un but. Léo s'épanouit. Il a d'autres passions que les avions, et c'est très bien ainsi. Stéphane l'encourage à trouver sa propre voie. Ils vont encore voir les avions décoller, un rituel entre père et fils. Un jour, il reçoit un SMS de Valérie. Elle s'excuse à nouveau, sincèrement cette fois, et lui dit qu'il a provoqué des changements positifs dans son entreprise. Il répond poliment, puis efface le numéro. Sa rédemption n'est pas son problème. Un soir, au camion à crêpes, une femme les aborde. Elle était dans le même vol. Elle le remercie. Voir ces pilotes vous saluer, ça m'a redonné de l'espoir. Ça m'a montré que même nous, les petites gens, nous ne sommes pas invisibles. Sur le chemin du retour, Léo endormi à côté de lui, Stéphane mesure le chemin parcouru. Il a embarqué en tant qu'homme brisé, il a débarqué en tant qu'homme entier. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que son propre regard sur lui-même a changé. De retour chez lui, il envoie des messages à ses anciens amis. Juste pour renouer le contact. Certains répondront, d'autres non. L'important est d'ouvrir à nouveau les portes. Cette nuit-là, il rêve de l'avenir. De Léo, de ses élèves pilotes, de Sandrine, dont le souvenir est apaisé. Il rêve de lui-même, non plus comme un ancien héros, mais comme un homme simple, un père, un survivant. Un homme qui a compris que sa valeur ne dépendait ni de son uniforme, ni de son compte en banque, ni du siège qu'il occupait dans un avion. Sa valeur, c'était d'être là. Tout simplement. Et cela avait toujours été suffisant.